Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast du jour 1000%, le podcast qui vous permet d'être la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, un thème qui est beaucoup débattu, beaucoup controversé aussi, certains sont contre, certains sont pour, c'est les glucides. Certains vont parfois dire que ça peut alimenter les cellules cancéreuses, d'autres vont dire que au contraire c'est le kérosène de notre organisme. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le docteur Caruso. Bonjour. Bonjour, Qui enchantée. va nous donner un petit peu son avis et nous donner des conseils pour mieux comprendre. Et j'ai la chance, comme d'habitude, vous les connaissez, d'être accompagné de Pierre et Vincent. Salut les gars. Salut. Nickel. Donc aujourd'hui, on va essayer de détailler ça en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va essayer de bien voir le rôle des glucides, à quoi ça sert dans l'organisme, qu'est-ce que c'est exactement les glucides, de détailler aussi un petit peu les différents types de sucre. Ça va être intéressant de voir est-ce qu'il y a des différences entre tout ça, parce qu'on s'y perd des fois un petit peu. Dans un troisième temps, on verra l'excès de sucre, qu'est-ce que ça entraîne sur l'organisme, les risques. On parlera notamment d'insuline, on en parlera, on détaillera tout ça. Et après, on va faire un quatrième volet où ça va être très utile avec beaucoup de conseils alimentation, beaucoup de questions très pratiques sur lesquelles on va pouvoir intervenir grâce au docteur Caruso. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Explique-nous un petit peu ton parcours. Je te Oui, laisse te présenter. alors donc je suis Virginie Caruso. Docteur, pourquoi? Parce que j'ai de base, de toute base, en fait, je suis pharmacien. J'ai fait donc la faculté de médecine, j'ai été pharmacien et après quelques années en pharmacie, je me suis intéressée, on va dire, sur tout ce qui était santé au global, qui va en fait s'intéresser pas uniquement sur le symptôme, mais qui va s'intéresser à la base du symptôme. Donc c'est ce qu'on appelle des études de micronutrition. C'est un grand mot, mais au final qui veut dire qu'on se concentre en fait sur ce qu'on va pouvoir apporter à notre corps et qui va nous donner de la santé. Ça agit aussi sur la prévention par rapport aux antécédents familiaux, par rapport aux symptômes qu'on peut avoir à l'heure actuelle ou des choses qui ont été vues avant. Donc c'est vraiment en fait une prise en charge globale de la santé. Quand on parle de micronutrition, à l'étranger, ça va être de la médecine fonctionnelle, ça va être de la physiothérapie, de l'hormonothérapie. Voilà, ça draine vraiment tout le fonctionnement du corps et surtout de manière vraiment personnalisée. C'est-à-dire que chaque personne est différente et il faut savoir, même si on sait comment fonctionne le corps, comment fonctionne le corps de la personne. Voilà, donc en d'autres termes, là, du coup, la pharmacie, j'ai arrêté. Là, maintenant, je suis micronutritionniste, du coup, en cabinet, maintenant. Voilà. Super. Et pour les gens qui nous écoutent, comment ça se passe dans un premier temps, une prise en charge avec un patient? Tu peux nous expliquer brièvement, juste pour les Ouais, gens qui... simplement, en fait, les personnes, alors au début, quand on entend micronutrition, on va penser automatiquement à la perte de poids. On pense que c'est un nouveau régime à la mode où il faut manger des petits aliments. Non, là, ça s'est un peu amélioré dans le sens où les gens viennent me consulter déjà par rapport à des problèmes intestinaux de base, ça c'est sûr, et tout ce qui est autres symptômes. La prise en charge, c'est simple, c'est vraiment de la clinique. C'est-à-dire que la personne va devoir remplir un questionnaire qui va en fait répondre pour moi à des questions qui vont me permettre de faire un diagnostic sur son état de santé global. Il faut des prises de sang aussi pour voir un peu le profil de la personne, mais vraiment la première prise en charge, c'est la clinique de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut manifester au quotidien en symptômes ou alors tout simplement par rapport à l'hygiène de vie, par rapport aux antécédents médicaux, par rapport à la famille. Voilà, c'est vraiment une clinique et c'est vraiment s'intéresser aux patients. C'est pour ça que ça dure très longtemps la première consultation, entre 1 heure et demie et 2 heures, parce qu'on fait vraiment le scan de la personne en général. Et puis après, on va en fonction de son objectif. Super, ben merci pour cette présentation. Au moins, les gens pourront mieux comprendre un petit peu ton Hum, métier et comment tu fonctionnes. Donc aujourd'hui, on voulait vraiment s'intéresser tous les trois aux glucides parce qu'on entend beaucoup de choses. C'est compliqué pour les gens de se faire une opinion. Certains conseillent carrément d'éviter les glucides. D'autres, ils nous hum. disent il faut absolument en prendre. Donc on va essayer de comprendre dans un premier temps qu'est-ce que c'est les glucides. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous vulgariser un petit peu tout ça Ouais, si bien possible? sûr. En fait, les glucides, déjà, il faut se dire que ça appartient à la famille des macronutriments. Quand on va parler en fait de nutrition, on va parler de macronutriments dans le sens glucides, lipides et protéines. Il y a trois macronutriments qui sont essentiels, c'est les seuls qu'on peut trouver dans l'alimentation. Les glucides font partie de ces macronutriments et les macronutriments vont apporter du coup des calories au corps, donc c'est-à-dire va apporter de l'énergie. Quand on parle de glucides, ça apporte 4 calories, les protéines 4 et les lipides vont en apporter 9. Euh, pour vraiment vulgariser, un glucide, en fait, c'est une grosse famille qui va en fait découler sur plusieurs petites familles, dans le sens où soit vous avez des aliments qui vont être composés d'un seul glucide, ça c'est ce qu'on appelle les monosaccharides,
par exemple, le glucose, comme tout le monde connaît, et le plus connu, du coup, c'est le fructose. Les deux, c'est vraiment le glucose et le fructose. Le fructose qu'on va trouver dans les fruits, et le glucose, on verra qu'on va le trouver dans plein d'autres aliments. Après, vous allez avoir en fait des sucres qui vont s'accrocher. Donc là, ça va être des sucres, on va dire, complexes. Soit ils sont au nombre de 2, par exemple le lactose, ou alors le saccharose, c'est le plus connu. Et ensuite, vous allez avoir des sucres qui vont s'accrocher de manière, on va dire, jointive, mais sur des grandes quantités. Et là, ça va être de l'amidon. C'est ce qu'on appelle, en fait, pour faire simple, il y a des glucides simples et des glucides complexes. Et les glucides complexes, soit ils sont au nombre de 2, soit ils sont au nombre de milliers de chaînes de sucre. Avant, par rapport à ça, voilà, on mélangeait un peu la structure chimique avec l'action que ça pouvait avoir sur le corps. On pensait que les sucres simples étaient des sucres rapides, c'est-à-dire qu'ils étaient assimilés rapidement par le corps et qui nous donnaient de l'énergie de manière courte. Et on pensait que les sucres longs avaient en fait une assimilation qui était beaucoup plus lente dans notre corps et avaient en fait nous donné de l'énergie sur une plus longue distance. Là, du coup, c'est une mauvaise technique de penser ça, dans le sens où un sucre qui soit simple ou complexe ne va en fait pas obligatoirement avoir un impact par rapport à sa composition sur la rapidité de l'assimilation. Voilà. Et Ok, c'est de là après que découle une autre classification des glucides. Ouais. super. Et du coup, est-ce qu'on pourrait comprendre comment ça fonctionne justement quand je vais prendre des glucides dans mon organisme? Qu'est-ce qui Ouais. va se passer, moi, comment je vais faire pour justement convertir ça en énergie? Qu'est-ce qui se passe en fait pour mieux Alors, tout comprendre? simplement, à partir du moment où vous allez mettre un aliment qui est sucré, qui va contenir des glucides, ça va passer par la bouche. Au niveau de la bouche, on a l'amylase, qui est une enzyme. Quand on parle d'enzyme, on parle de ciseaux, qui découpent en fait l'alimentation. Et quand on parle d'amylase, on parle d'enzymes qui découpent l'alimentation dans la bouche. Donc ça commence déjà dans la bouche. Ensuite, ça va aller dans l'estomac, dans l'intestin, dans le côlon. Et à partir du côlon, on va avoir en fait une assimilation dans le sang. C'est-à-dire que tant que le glucide n'est pas dans le sang, il n'est pas à l'intérieur de notre corps. Une fois qu'il va aller dans le sang, tout simplement, la glycémie va augmenter. Quand la glycémie augmente, c'est-à-dire que la quantité de glucose dans votre sang va augmenter, et ça, le corps, il veut pas. Donc, que va faire le corps? Message au pancréas. Pancréas qui va donner de l'insuline, qui va permettre de diminuer cette quantité de sucre dans le sang. Comment? Tout simplement, la première technique que va faire le corps, c'est-à-dire que le glucide va être donné au cerveau, aux muscles et au foie. C'est ce qu'on appelle en fait dans le foie et dans le muscle, le sucre va être stocké sous forme de glycogène. Voilà, alors à peu près dans le foie, on a 200 grammes de stockage et dans le muscle, je crois 150, me semble. Donc quand en fait ces stocks de glycogène sont pleins, l'insuline va transformer ce sucre en gras. Voilà. Et en fait, quand on a un excès de sucre dans le sang qui dépasse la quantité de glycogène, le corps va le stocker sous forme de graisse et après on sait que la graisse du coup va pouvoir donner de l'énergie. Mais dans tous les cas, c'est pas bon d'arriver à ce stade de stockage de graisse parce que du coup forcément après on grossit. Ok, super. Et pour mieux comprendre, du coup, alors si je comprends bien, quand le taux de glucose dans le sang va diminuer, qu'est-ce qui va se passer au contraire? Du coup, on va libérer, qu'est-ce qu'on va aller chercher au niveau de l'organisme? Dans quoi on va l'épuiser? Quand en fait, tout simplement, c'est juste le pancréas qui va te donner l'insuline et qui va te permettre de diminuer les quantités de sucre. En fait, il faut qu'on ait une glycémie qui soit toujours stable. Il faut pas que le corps soit en hyperglycémie. Donc, dans tous les cas, ça va être l'insuline qui va être en premier utilisée pour après gérer le sucre dans les muscles, dans le foie, dans le cerveau, et après, du coup, en stockage de graisse. On va dire que l'insuline, c'est elle qui réagit quand on a en fait une montée de sucre. Et c'est pour ça qu'après, on verra que malheureusement, quand on a une quantité de gras trop importante dans le sang, l'insuline n'arrive pas à faire parvenir en fait le sucre dans la cellule. Parce que ça, voilà, c'est plus précisément, quand on dit en fait que l'insuline va faire rentrer le sucre dans les cellules, c'est que le sucre va passer du sang à nos cellules à l'intérieur de la cellule. Et dans chacune de nos cellules, il y a en fait, des petites centrales énergétiques qu'on appelle des mitochondries. Et ce glucose-là va rentrer à l'intérieur des mitochondries et se transformer en ATP. Et là, du coup, c'est l'énergie. D'accord. Et du coup, dans le sens inverse, donc là, tu parles quand on a une hyperglycémie, quand on a fait un repas. Mais par exemple, si j'ai une activité physique où du coup, justement, je vais beaucoup consommer, qu'est-ce qui Ouais. va se passer à contrario pour que mon taux de glucose il augmente? Alors, normalement, le corps est super bien fait. C'est-à-dire que le corps va tout mettre en œuvre pour pas que tu sois en hypoglycémie. Après, c'est clair et net. Quand on fait une activité physique, c'est pour ça que là, c'est intéressant de voir par rapport au sucre. C'est pas il ne faut pas en manger, il faut en manger. Ça dépend de la personne. Si on va faire une activité, il faut qu'on ait de l'énergie en stock.
Donc forcément, il faut avoir en fait un apport de glucides avant l'exercice physique. Il ne faut pas arriver à l'hypo. Mais dans tous les cas, le corps va tout mettre en œuvre pour essayer de remonter ta glycémie. Si tu es en hypo, comment? Ça, c'est encore une autre chose qui est très intéressante, c'est le cortisol en fait. Le cortisol, c'est une hormone qui nous est donnée par les glandes surrénales qui permet de t'adapter en permanence. C'est l'hormone du stress, c'est-à-dire qui permet de t'adapter tout le temps. Si tu es en hypo, bim, le cortisol, il va essayer de sortir pour rétablir la glycémie. Mais forcément, il va taper en fait dans tes protéines du muscle pour les transformer en sucre et pour que tu aies une hyperglycémie. Dans tous les cas, c'est pas forcément bon. Tu vas avoir des crampes, enfin voilà, c'est C'est pas terrible. non. Pas exceptionnel. Ok. Le Non. mieux, c'est l'alimentation. Ok. Il vaut mieux D'ac- éviter d'être en hypo. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière intelligente. L'apport de D'accord. sucre. Ouais. Et tu nous avais parlé dans un premier temps de la classification du coup des glucides. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de sucres qui existent? Du coup, tu nous as dit qu'il y avait une nouvelle classification. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, en fait, on s'est rendu compte que en fait, ce qui est intéressant en fait, c'est de savoir la quantité de sucre que vous allez avoir dans votre sang et qui va vous donner de l'énergie. On parle d'assimilation. La nouvelle classification, elle est en fait dépendante de la vitesse à laquelle le sucre va rentrer dans votre sang. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux indice glycémique. C'est-à-dire que maintenant, on classifie les sucres par rapport à l'indice glycémique, c'est-à-dire par rapport à la vitesse à laquelle le glucose va rentrer dans votre sang. L'indice glycémique, en général, donc chaque aliment qui contient du sucre, il va être dans une valeur entre 0 et 100, sachant que 100 c'est le glucose, et 0, donc il n'y a pas du tout de sucre. Entre 0 et 50, ça va être un indice glycémique faible, donc ça veut dire que le corps va assimiler le sucre de manière lente. Ensuite, de 50 à 70, ça va être moyen, et 50 à plus de 100, ça va être indice glycémique haut. Pour faire le détail, quand on parle d'indice glycémique bas, ça va être par exemple le riz complet, le riz basmati, ça va être tout ce qui est fruits. Après, dans les médiums, ça va être plus tout ce qui est pommes de terre, purée de carottes, ces choses-là. Et dans vraiment entre 70 et 100, ça va être tout ce qui est transformé, le pain blanc, les pâtes blanches, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas, entre guillemets, avoir une consommation importante d'aliments qui ont un indice glycémique élevé. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir un aliment avec un indice glycémique élevé, vous allez avoir une charge de glucides dans votre sang qui est colossale. Et ça, le corps, il va devoir y pallier. Et quand on dit qu'il va devoir y pallier, c'est qu'il va mettre beaucoup plus de temps à essayer de réguler la glycémie. Et ce qui fait que si c'est trop des aliments à indice glycémique trop important, on va avoir beaucoup, beaucoup trop de glucides dans le sang. Et le corps va devoir, en fait, à chaque fois, rétablir ça, et ça nous fatigue énormément. Donc, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, un féculent, il peut très bien avoir une assimilation courte, mais avoir, on va dire, vous donner beaucoup d'énergie, alors qu'un féculent peut aussi avoir une assimilation rapide, mais ne pas vous donner de l'énergie sur le long terme. Voilà, en gros, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut consommer vraiment des aliments à indice glycémique le plus bas. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous répéter un petit peu justement les aliments que tu pourrais nous conseiller pour avoir un indice glycémique bas, pour que les gens puissent s'en souvenir? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent et ça permet de synthétiser un petit peu. Dans les indices glycémiques bas, vous allez avoir... Déjà, il faut se dire un truc, c'est que où est-ce qu'on trouve les glucides? Voilà. Déjà, pour faire simple, les glucides, c'est les féculents. Ok. Dans les féculents, il y a plusieurs familles qui se découlent. C'est-à-dire, vous allez avoir les céréales. Donc, tout ce qui est riz, blé, quinoa, millet, enfin, tout ce qu'on peut entendre, le sarrasin. Ensuite, il va y avoir les légumineuses. Donc, ça, c'est tout ce qui est légumes secs. Pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, le soja aussi. Après, il va y avoir tout ce qui est légumes, les petits pois, par exemple, et les tubercules, pommes de terre, patates douces et compagnie. Par rapport, du coup, à tous ces féculents-là, il va y en avoir qui vont avoir un indice glycémique bas et d'autres un indice glycémique haut. Dans les bas, on va retrouver tout ce qui est légumineuse, quinoa, sarrasin. C'est-à-dire que quand vous allez les ingérer, ils vont être en fait assimilés de manière lente, mais c'est surtout que du coup, la glycémie va varier, mais pas trop violente. Donc du coup, ça sera vraiment un bon rapport par rapport à la gestion de la glycémie. Donc on va dire que les bas, c'est tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, le quinoa, le riz basmati. Ça, c'est des choses qui sont à indice glycémique bas. Ensuite, au niveau du middle, entre 50 et 70, ça va être tout ce qui est pommes de terre, patates douces,
tout ce qui va être complet, les pâtes complètes, le riz complet, et ensuite dans vraiment ce qui est un indice glycémique très élevé, donc c'est tout ce qui est pain blanc, les pâtes blanches, les produits sans gluten. Voilà, sans gluten, c'est Pâte à blanche, ouf. tu dirais quoi, pâte blanche, pour expliquer un petit peu aux gens ce que c'est pâte blanche et qu'est-ce que Pâte c'est blanche, en pour toi? fait, c'est tout simplement à partir de blé classique, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est le blé, c'est vraiment le blé de base, c'est-à-dire pas complet, pas intégral. Quand on parle de complet, d'intégral, bon, tout le monde fait quelque chose de merveilleux sur ce complet, cet intégral. Déjà, si on ne le prend pas bio, ben, c'est un peu la merde, parce qu'en fait, le complet et l'intégral, ça préserve la fibre. Et quand on parle de fibre, la fibre va avoir en fait sur le glucide un impact par rapport à l'indice glycémique, ça va diminuer. C'est-à-dire quand on a une fibre, c'est normal, la fibre, en fait, ça va empêcher le glucide de rentrer à l'intérieur du sang plus rapidement, ce qui ne devrait. C'est pour ça que le complet, on a des indices glycémiques qui sont plus bas. Parce qu'en fait, la fibre empêche l'entrée du glucide dans le sang. Donc les Ok. pâtes blanches, au niveau de l'indice glycémique, si vous faites un effort sportif après, il n'y a pas de problème, parce que l'énergie va être consommée. Mais si on est assis à rien faire, c'est pas, ça va être assimilé rapidement à hyperglycémie. Et Ah, par la suite. tu dis que du coup les indices glycémiques hauts, faut les éviter en fait régulièrement dans nos journées. Est-ce que ça aurait un intérêt en fait d'en prendre sur des petites quantités, sur des situations particulières Complètement. Complètement par rapport. Alors là, après, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on parle d'indice glycémique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le sucre va rentrer dans le sang, mais surtout par rapport à la charge glycémique. C'est-à-dire que tu vas avoir des aliments qui vont avoir une assimilation très rapide, mais qui vont être très pauvres en sucre. Donc du coup, ça va être intéressant à ce niveau-là. Si par exemple, pour les pâtes blanches, pour tout ce qui va être assimilation rapide en grosse quantité, c'est-à-dire de sucre avec une charge glycémique haute, c'est toujours avant l'exercice physique. C'est clair. C'est la seule, on va dire que c'est la seule raison de consommer des aliments à indice glycémique élevé, naturel je parle, hein, parce que quand on parle d'indice glycémique élevé, ça va être tout ce qui est aussi ultra transformé. Ça, c'est à bannir complet. Mais quand on parle d'indice glycémique de pâtes blanches, de pain, à la rigueur, si on n'a pas des problèmes au niveau intestinaux, de riz blanc, ça va être vraiment avant l'effort. Sinon, c'est pas, ce serait lié du c'est coup pas quelque chose qui est optimal pour nous, quoi. avant ou après l'effort quoi. C'est vraiment lié à l'exercice physique, d'utiliser Ah, ces complètement. okay. Complètement, complètement. Au plus tu vas faire de l'exercice physique, au plus tu vas devoir consommer des glucides. Donc il n'y a pas de quantité définie pour tout le monde. Une personne qui fait beaucoup de sport et qui est un gros gabarit, il faut de l'énergie. C'est comme une voiture, une de Dodge, on va pas lui mettre de l'essence comme une Ferrari, quoi. Je veux dire, c'est une évidence. C'est vraiment le carburant principal, c'est le sucre. Si vous économisez beaucoup d'essence, ben, il faut beaucoup de sucre. Sinon, ben non, vous êtes à l'arrêt, donc pas besoin de carburant. Oui, parce que tu dis que finalement de faire ça régulièrement dans nos journées, donc ça entraînerait en fait une modification de la glycémie et ça fatiguerait en fait le corps, en fait, l'organisme. En fait, ça fatiguerait plus précisément, après on en découle sur ça, ton pancréas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas prendre du sucre en petite quantité à un indice glycémique très haut, ton pancréas il va te donner de l'insuline. À un moment donné, si tu fais ça tout le temps dans la journée, le problème c'est que maintenant les gens mangent tout le temps, à chaque fois tu as une sécrétion d'insuline et le pancréas te donne l'insuline. À un moment donné, le pancréas il te dit, on aime peu ras le cul. Donc en fait là, il va se passer un truc, c'est qu'on va avoir une résistance à l'insuline. C'est comme si tu étais dans une salle de concert et que tu avais le son à côté de toi, à un moment donné, tu fais comme ça. Ben, le corps c'est pareil. Il en a marre, entre guillemets, de recevoir de l'insuline et les récepteurs à l'insuline, ils marchent plus, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Voilà. Donc là, on est vraiment sur le problème de l'excès de sucre. Ah ouais. C'est une partie qu'on voulait vraiment Oui, on parler en parce que parlera plus en détail. non, Ouais, ouais. ben, c'est justement l'occasion d'en parler, c'est parfait. Est-ce que tu peux, là, du coup, on vient d'en parler, c'est aussi un problème, cette résistance à l'insuline. Je pense qu'il y a même beaucoup de, plus on va vieillir et du coup, plus on va avoir de résistance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les pathologies qui peuvent en Ouais. découler et les problèmes que ça peut justement causer? Ouais. Et juste, Alors, Vincent, si tu peux parler un peu plus proche du micro, ça serait nickel. Parfait. Parfait. Nickel. du coup, alors, quand on parle de résistance à l'insuline, déjà, il faut se dire, ça veut dire, quand c'est un terme compliqué, ça veut tout simplement dire que les récepteurs à l'insuline ne fonctionnent plus. Pourquoi? Voilà. Pourquoi on arrive à ça?
Il y a plusieurs choses qui vont intervenir dans la résistance à l'insuline. Bon, il y a le stress qui cause beaucoup de dégâts et qui arrive à une résistance à l'insuline, mais là, c'est pas le sujet. Par rapport au sucre, en fait, dans votre sang, vous allez avoir des acides gras, du gras. C'est pour ça qu'on a du cholestérol, qu'on a toutes ces choses comme ça. Quand vous avez en fait une quantité de gras qui est importante dans le sang, donc si vous avez de la graisse concrètement, quand vous allez manger du sucre, le gras va faire en fait une pellicule autour de la cellule, ce qui va en fait empêcher les récepteurs à l'insuline de faire entrer le sucre à l'intérieur de vos cellules. Là, on parle déjà de résistance à l'insuline, c'est-à-dire que quand vous avez un excès de gras, vous allez avoir en fait les récepteurs à l'insuline sur vos cellules qui sont bloqués par le gras. Donc ça déjà c'est quelque chose qui amène à une résistance à l'insuline. Après dans un deuxième temps, quand vous allez, comme je disais tout à l'heure, consommer tout le temps du sucre, le problème c'est que maintenant dans la société dans laquelle on vit, il y a du sucre partout, c'est une catastrophe. Donc même sans s'en apercevoir, on va consommer du sucre. Donc en fait ce qui va à chaque fois faire un pic de glycémie et l'insuline qui sort et le pancréas qui cravache et compagnie. Et ce qui fait que du coup, à un moment donné, pareil, les récepteurs, ils vont plus fonctionner et du coup, le corps va plus faire son job en fait de faire diminuer la glycémie. C'est-à-dire que votre glycémie sera toujours haute. Dans certains cas, bien évidemment, ça c'est le diabète, du coup ça aboutit au diabète. Dans le diabète, on va dire qu'une personne en fait, elle est diabétique parce qu'elle a un taux de sucre dans le sang qui est élevé. Mais ce qui est aberrant, c'est qu'on ne se concentre pas de savoir s'il y a un taux d'insuline important dans le sang. Parce que si on a un taux important de sucre, on peut avoir aussi un taux important d'insuline, mais s'il y a une résistance à l'insuline, le problème c'est que on aura beau rajouter de l'insuline, à un moment donné, ça va rentrer, le sucre va rentrer à l'intérieur de la cellule, mais ça va être toujours le même problème. Donc bien évidemment, la résistance à l'insuline, ça amène au diabète, ça amène à des pathologies cardiovasculaires, et ça va être par rapport à un excès de consommation de sucre. Par contre, là, j'y viens, et c'est super important. La résistance à l'insuline aussi est favorisée par la consommation de fruits. Voilà. Ok. Donc là, on en vient à un sucre simple, du coup, que l'on va trouver dans les fruits, donc le fructose. Aïe. Ce fructose-là, il faut que vous disiez quelque chose, c'est quand vous l'ingérez, il ne va pas dans le sang, il ne monte pas la glycémie, il ne fait pas tout ça. Il va directement dans votre foie. Et une fois qu'il va être dans votre foie, ce fructose-là va être transformé en gras, automatiquement. Donc en fait, vu que le gras favorise la résistance à l'insuline, forcément quand on va manger beaucoup de fructose, contenu dans les fruits, parce que le problème c'est que le fructose, il est de partout dans les produits industriels, vous allez avoir en fait ce sucre-là qui va se transformer directement en gras. Ce qui va amener à des problèmes de ce qu'on appelle de stéatose hépatique, c'est le foie gras, c'est NASH, c'est la stéatose en fait non alcoolique, qui est due en fait à une consommation potentielle de fructose très élevée. Et là, on arrive aussi du coup à des résistances à l'insuline, c'est-à-dire en fait que vous ne faites plus rentrer le sucre à l'intérieur de vos cellules parce que les récepteurs ne fonctionnent plus. Du coup, tu parlais d'un premier levier par rapport au gras. J'ai une question très simple. Est-ce que l'activité physique, par exemple, peut permettre, on se dit, je vais avoir une activité physique, je vais descendre du coup mon niveau de gras. Est-ce que du coup, on va essayer de lutter comme ça contre la résistance à l'insuline ou est-ce que ça n'a pas d'impact? Complètement. Alors, la résistance à l'insuline, étant donné qu'en fait la quantité de gras dans votre sang et si elle est importante, ça va empêcher le sucre de rentrer. Dans ces cas-là, en fait, il va falloir diminuer la quantité de gras. Mais ce qu'il faut toujours se dire, c'est qu'en fait, quand vous avez dans votre corps une quantité de sucre pas disponible pour le corps va taper dans les graisses pour vous donner le sucre. C'est ce qu'on appelle la cétose, le fameux régime cétogène. Ok, donc tu conseillerais aux gens, dans un premier temps, pour pas développer ça, d'aller chercher justement à taper dans leur graisse. Exactement. Via quoi du coup? De diminuer la consommation de sucre dans la journée. Ce qui fait en fait que vous allez avoir des quantités de sucre disponibles dans le corps qui vont pas être assez suffisantes pour l'organisme. L'organisme, il va tout le temps se démerder pour essayer de monter votre glycémie. Donc soit il va taper dans les graisses, ça c'est intéressant, donc c'est ce qu'on appelle la cétose, donc vous allez brûler des graisses. En diminuant la consommation de sucre, vous allez brûler des graisses. Et là par contre ça devient problématique, c'est pour ça qu'il y a des limites au régime cétogène, c'est lorsqu'en fait il n'y a plus assez de graisse et le corps va taper dans vos protéines, donc dans vos muscles, pour vous donner du sucre. Le corps, en fait, si vous ne lui apportez pas de sucre, il va toujours se démerder pour vous en donner. Soit par le gras, soit par les protéines. Mais il vaut mieux que ça soit par le gras. Est-ce qu'il y a un type d'exercice que tu conseilles du coup, quelque chose, un exercice modéré ou plutôt du HIIT? Du gainage. Du gainage. Voilà.
Ok, pour le Si vraiment sport. les gens, ils ont pas le temps de faire du sport ou 30 secondes, même 1 minute par jour de gainage, pour moi, c'est la base parce qu'en fait, ça va clairement, en fait, ça va accélérer la lipolyse, quoi. Clairement. Ok. Pour moi, le gainage, ça reste vraiment le bonne activité physique. Après, si les gens veulent faire de l'activité physique et qu'ils aiment le sport, essayez de favoriser toujours les exercices, en fait, qui soient de courte durée, mais de forte intensité. C'est ce qu'on appelle, du coup, le HIIT. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir une consommation d'énergie très importante pendant une courte durée. Ça va éviter, en fait, que votre corps soit dans l'adaptation permanente, c'est-à-dire que vous épuisez, entre guillemets. Si la personne est épuisée et fatiguée, il faut vraiment privilégier le HIIT plutôt que les exercices sur le long cours. Alors, moi, j'avais noté plutôt que du coup, des exercices à endurance fondamentale, tu vois, l'exercice à intensité Faible modérée, intensité. allait plutôt baisser la glycémie, tu vois, alors que le HIIT avait plutôt tendance à augmenter la glycémie parce que du coup, le corps est un petit peu choqué et du coup, il a besoin de carburant, tu vois. Qu'est-ce que... Tu as tout à fait raison. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, c'est-à-dire que tu vas augmenter ta glycémie. En fait, quand tu t'adaptes à une situation, que ça soit sport, que ça soit émotionnel, que ça soit physique, quand tu t'adaptes, il y a une hormone qui t'est donnée, c'est le cortisol, c'est l'hormone de l'adaptation. Ce cortisol, il va sortir et quand il sort, ce cortisol, bim, hyperglycémie. Ça engendre en fait une sécrétion de sucre dans ton sang. Pour que tu puisses t'adapter, il faut que tu sois, on va dire, il faut que tu aies de l'énergie. Donc quand le cortisol va sortir parce que tu t'adaptes, tu vas avoir une libération de sucre dans ton sang. Mais c'est pas le même impact sur ton corps si l'exercice en fait il est court que s'il est long. C'est pour ça en fait que par rapport à l'impact physiologique que tu vas avoir sur ton corps, il y aura beaucoup plus de bénéfices à ce que ta glycémie monte pendant un temps court et que du coup après tu t'arrêtes, donc du coup après ça va reprendre à la normale, plutôt qu'un exercice sur une longue durée où le cortisol il va carburer, et au final ta glycémie elle sera un peu en dents de scie. C'est pour ça qu'il est très 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 conseillé aussi, si vous pouvez le faire c'est aussi génial, ça permet d'avoir une meilleure adaptation et de devenir plus fort, ce sont les douches froides. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui font des douches froides à très très basse température parce que tu vas avoir une adaptation très intense, mais de courte durée. Et donc ton corps va pouvoir par derrière mieux récupérer. Alors qu'un exercice physique sur du long terme, la récupération, si la personne elle a un état physiologique et déjà fatigué, ça va être beaucoup plus long. Voilà. Pierre, tu avais une question? Ouais, bon, on reviendra sur les fruits peut-être après. Mais là, pour rebondir, pareil, sur l'activité physique d'intensité faible à modérée, pareil, est-ce que de courir le matin à jeun, faible intensité, est-ce que ça agit pas sur la lipolyse? Est-ce que là, je suis pas en train de taper dans le gras, justement? Complètement. Alors, pour parler du jeûne, oui, ça c'est clair et net. Après, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. C'est-à-dire que c'est pas un conseil à donner à tout le monde pour perdre du gras que de faire en fait une activité physique à jeun. Il y en a bien sûr sur qui ça va marcher, mais si vous prenez une personne qui est fatiguée dans le sens qui s'adapte en permanence, qui a une journée de travail énorme et qu'en plus le matin on lui dit tu sais il faut que tu cours à jeun pour brûler tes graisses, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que bien sûr que c'est bien, ça active la lipolyse de faire ça parce que vous êtes complètement à jeun. Et vous allez taper direct dans vos stocks de gras, ça c'est une évidence. Il faut C'est quelque chose. qu'hormonalement, il soit prêt, quoi. Exactement. Et quand on parle Ouais. d'hormonal, on parle encore pareil de cortisol. Le cortisol, c'est vraiment la base du burn-out. Quand vous êtes en burn-out, vous ne pouvez plus vous adapter, vous n'avez plus de cortisol. Et le matin, si une personne elle est un peu en dépression, on va avoir en fait une sécrétion de cortisol qui est très basse. C'est toutes les personnes qui se lèvent qui sont complètement éclatées et qui après, à partir de 4-5 heures du soir, elles se disent bon ça va, je me sens un peu mieux et puis elles se couchent à minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Ça, c'est vraiment le cortisol. C'est-à-dire que normalement, le matin, vous devriez être en forme. Et le soir, calme. Si vous avez des personnes le matin qui sont complètement éclatées, il ne faut pas les courir, quoi. Ok. C'était hyper intéressant sur le gras. Et moi, j'ai une question, mais comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'on commence à développer une résistance à l'insuline? Est-ce qu'il y a des marqueurs? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous permettre de le sentir, Vous qu'est-ce que tu grossissez pourrais me dire? déjà. Vous grossissez sans pour autant avoir une consommation de calories qui soit importante. Ok. Et pour enlever cette résistance à l'insuline, là par contre clairement, hein, pendant au moins 1 mois ou 2 mois, la solution c'est le régime cétogène. Ça c'est pour vraiment retrouver on peut faire partir la résistance à l'insuline, mais complètement en consommant
des protéines et du gras. Ok, Et du coup, oui, pas trop de sucre. d'accord. Éviter le sucre en fait au maximum. Toi, c'est quand même ce que tu conseilles pour les gens qui ont une résistance, ouais. C'est Ah vraiment ouais. la base quand tu commences à développer Ouais, une mais même pour résistance. tout le monde. Ouais, mais même pour Tu mets tout le le monde. système au repos, en fait. Le système Exactement. endocrinien au repos. Exactement. Bon. En fait, tu fous la paix à ton organisme dans le sens où quand tu consommes du gras Hmm. et des protéines, déjà d'un point de vue digestif, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les sucres qu'on va trouver dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans la semoule et tout ça, c'est digéré au niveau du côlon. Et pour dégrader tout ça, c'est un travail colossal. Alors que les protéines et les acides gras sont beaucoup plus facilement assimilables. Donc du coup, déjà d'un niveau digestion, eh ben, tu vas puiser beaucoup moins d'énergie. Ça, c'est la base. Les gens qui mangent, il faut se dire un truc, c'est que la libération d'énergie qui vous est donnée pour digérer, elle est colossale. Donc toutes les personnes qui sont fatiguées après manger, ben, ça veut dire en fait que tu libères trop d'énergie par rapport à ce que tu as mangé. Donc entre guillemets, tu as eu en fait un apport d'aliments qui ne te convient pas et qui te fait libérer beaucoup d'énergie. Et en fait, quand on a une alimentation qui est très riche en protéines et en gras, on n'aura pas ce coup de fatigue en fait. Vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie à la suite de la digestion. Ben, super, du coup ça nous amène vers notre dernier volet, ça sera vraiment des questions pratiques pour les gens. Une des questions simples, c'est comment est-ce qu'on pourrait lisser sa glycémie au niveau des repas déjà, comment on pourrait faire au niveau des glucides, même si tu dis qu'il faut peut-être éviter d'en avoir trop, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens si par exemple ils ont une habitude au niveau des glucides, à quel moment les consommer, plutôt le matin, à midi, le soir, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, si ça va dépendre de la personne. Si par exemple déjà une personne fait une activité physique chaque jour, consommer les glucides avant l'exercice physique. Ça c'est la base. Après, si vous êtes tendance à être une personne qui ne dormait pas le soir, qui n'arrivait pas à vous endormir, qui le matin vous êtes fatigué, euh, ça va être en fait une consommation de glucides qui va plus être prioritaire le soir. Parce qu'en fait, le soir, ce qui est intéressant dans les glucides, c'est qu'on va trouver aussi des protéines végétales. Et en fait, l'association de légumineuses avec des céréales, donc par exemple pois chiches avec du quinoa, vous allez avoir la libération au niveau de l'intestin d'un précurseur de la sérotonine, qui est précurseur de la mélatonine, votre hormone du sommeil. Donc toutes les personnes qui ont des difficultés à s'endormir le soir, déjà consommer une association de légumineuses et de céréales, donc de sucre plutôt le soir. Ok. Après, toutes les personnes qui ne sont pas forcément fatiguées le soir, j'aurais envie de dire, essayez de consommer le moins de glucides possible dans la journée. S'il y a une consommation de glucides, pour diminuer, on va dire, l'impact glycémique, associez toujours soit du gras, soit des fibres. Voilà. Parce qu'en fait, ça va diminuer l'assimilation trop rapide de sucre. Par exemple, à midi, vous faites, admettons, des pâtes. N'oubliez pas de mettre de l'huile d'olive et du fromage, par exemple. Voilà, ça va être une quantité de gras qui va permettre de diminuer l'impact glycémique du corps et d'être potentiellement moins fatigué. Autre chose que je peux dire aussi, évitez quand vous consommez des glucides de les associer avec des protéines animales. Voilà. Donc quand par exemple on pense faire une bonne action quand on mange du saumon avec du riz, c'est tout Les pourri dans boulots le du PAMS, sens. c'est fini, hein. Ça y est, c'est fini. C'est des super bons. Non, mais en fait, quand vous allez associer des glucides avec des protéines, après ce repas-là, vous allez avoir automatiquement une baisse de régime. Vous allez être fatigué parce que digérer des protéines animales avec des glucides, c'est très compliqué pour le corps et ça dépense énormément d'énergie. Donc en fait, le mythe de dire on mange un peu de féculents, un peu de légumes et un peu de protéines, c'est bien si la personne elle a en fait un système digestif qui fonctionne bien. Mais le problème c'est qu'on est tous de ballonnement, on est plein de remontées acides. Donc c'est pas vraiment les glucides, ne pas les associer avec les protéines animales déjà. Du coup, les protéines animales, tu les couplerais avec quoi? Tout ce qui vient de l'animal. Donc en fait, avec quoi je les Non, couperais, avec pardon. quoi? Oui, oui, bien sûr. Avec Les quoi tu les légumes, couperais? les Les légumes, légumes? voilà, les légumes, ouais, et Ok. le gras, voilà, et le Et gras. juste le petit-déj, qu'est-ce que tu conseilles au petit déjeuner pour les gens? Parce Alors que le petit-déj, le petit toujours déj pareil. français, pain, Non, beurre, Confiture, confiture. nickel. Vas-y. ben, Qu'est-ce que le tu truc, conseillerais? ben, je conseillerais des protéines animales. Voilà, des protéines Ok. animales sous n'importe quelle forme. Après, ça peut être, voilà, on pense que Des œufs. protéines animales, ça veut, voilà, des œufs, ça veut forcément dire avoir des œufs avec de l'avocat et compagnie, mais vous pouvez très bien faire une crêpe, par exemple, avec des œufs je sais pas, de la farine de coco ou la farine d'amande, mais avoir en fait une quantité de protéines animales qui est importante. Pourquoi? Parce que quand vous allez manger des protéines animales,
ça va se digérer et au niveau du côlon, vous allez avoir une libération d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine. Ça va taper votre barrière intestinale, nerf vague jusqu'au cerveau et vous allez avoir la dopamine. Donc vous allez être en forme. Les personnes qui vont manger un petit déj français, c'est toujours pareil. Voilà, si on est en vacances et Oui, qu'on n'a pas besoin d'être en forme, voilà, ça c'est bien, le croissant et compagnie. Mais si vous avez besoin d'avoir de la motivation le matin et que vous êtes éclaté au sol, il vaut mieux que vous ayez de la dopamine. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux manger des protéines animales. Et malheureusement, voilà, les véganes et compagnie, on arrive un peu à pallier à ça, mais il faut prendre des compléments alimentaires pour avoir cette dopamine. C'est vraiment le régime neurophysiologique. C'est le matin, vous devez avoir de la dopamine, ça vous est donné par les protéines animales, et le soir, vous allez avoir de la sérotonine, et ça, c'est donné par les protéines végétales issues des glucides, donc des légumineuses, des céréales. Et donc, du coup, les glucides, tu les exclurais un petit peu du petit déjeuner, en fait. J'ai pas compris. Tu les exclurais du petit déjeuner, les glucides. Oui, alors toujours pareil. Après, on peut avoir une proportion de glucides le matin. Par exemple, vous prenez du pain. Alors, essayez de ne pas prendre du pain blanc. Essayez d'avoir peut-être du pain au levain. Ça existe encore, mais normalement, ça existe. Au levain, au petit épeautre et intégral, pas forcément complet. Mais pas ne manger que ça. C'est-à-dire que même si vous mangez des fruits, toujours associer du bon gras à côté. Pour que vous n'ayez pas, en fait, cette hypoglycémie après avoir mangé. Donc, vous pouvez très bien manger du pain ou même les céréales, non, muesli, granola et compagnie, ça c'est l'hypoglycémie à coup sûr. Mais quand vous mangez du pain, par exemple, le beurre, mettez-en en bonne quantité, avec des amandes peut-être en plus. Mais ne pas manger du beurre avec juste, le petit truc de manger du pain avec une toute petite quantité de beurre. Les gens ont peur du gras, alors que quand on parle de beurre aussi, on parle de beurre, mais un beurre de baraque. Pourquoi ? Parce que dans le beurre, il y a le lactose qui est inflammatoire. Quand vous avez du beurre de baraque, c'est un beurre qu'on trouve de partout. En fait, il n'y a plus du tout de lactose à l'intérieur. Donc, quand vous prenez un morceau de pain, de bon pain, vous mettez une bonne quantité de beurre dessus, ce qui va faire diminuer la glycémie par rapport au pain qui va engendrer une hyperglycémie. Et du coup, ton avis sur les flocons d'avoine le matin? Allez, et ouais. Là, c'est de l'alimentation des ânes. Oui, alors, oui, ça c'est pour les ânes. Fromage blanc, flocons d'avoine avec une banane. Ouais. On se dit. C'est moi tous les matins. Cataclysmique. Alors en fait, l'avoine, en fait, il faut toujours se dire un truc, c'est que quand le corps ne connaît pas quelque chose, à l'intérieur de votre corps, il va se passer des choses incroyables pour que le corps puisse arriver à une source qu'il reconnaît. L'avoine, quand on voit l'avoine et qu'on voit un flocon d'avoine, il s'est passé un truc entre les deux là. C'est-à-dire en fait que l'avoine en flocon, il est complètement éclaté, température au max, donc il y a eu une industrialisation qui s'est passée. Donc quand vous allez manger un flocon d'avoine, le corps va dire mais qu'est-ce que c'est ? Et là en fait vous allez avoir encore de l'adaptation, c'est-à-dire que vous allez demander à votre corps qui s'adapte. Donc le cortisol, l'insuline, machin compagnie, ce qui fait qu'à l'intérieur de votre corps, si vous avez une activité dans la journée qui est pas très très importante, ça peut le faire. Mais si en fait vous avez déjà beaucoup de charges, ça va être compliqué à digérer. Mais quand on dit compliqué, c'est que au niveau de votre intestin, les céréales, soyons clairs, toutes les céréales qu'on puisse trouver, c'est inflammatoire. Voilà, ça enflamme votre intestin. Donc le pain le matin. Ouais, en fait c'est pour ça. En fait, quand on parle d'inflammation, c'est pour ça que le pain, c'est bien de prendre du pain au levain et au petit épeautre parce que vous allez avoir en fait une inflammation qui est beaucoup moins importante. Quand on parle d'inflammation dans les céréales, on va parler du gluten et on va parler des acides phytiques, c'est-à-dire ça va irriter votre barrière intestinale. Si à ça, vous m'ajoutez du lait, donc du fromage blanc, du skyr et compagnie, là, il y a deuxième substance inflammatoire qui est le lactose. Et là, bombardement. C'est-à-dire en fait qu'à l'intérieur de votre barrière intestinale, vous allez avoir des jonctions serrées qui vont péter. Si après on fait du sport, là il y a acide lactique, et alors là la barrière intestinale elle est complètement fusillée. Alors vous n'allez pas tellement le ressentir, c'est-à-dire que vous allez vous dire bon, mais vous allez avoir un peu des ballonnements, puis vous allez prendre météospasmide, vous allez voir à la télé une pub sur les ballonnements, vous allez prendre ça. Malgré tout, c'est déjà des symptômes qui montrent que votre intestin il commence à être en vrac et que ça peut être dû à l'alimentation que vous mangez qui va être riche en gluten, potentiellement en céréales et en lactose. Et en fait, moi, un petit déj, à la rigueur, si on veut rester dans ce truc de flocons d'avoine et compagnie, de trucs un peu végétal et un peu mange les ânes, à la rigueur, du son d'avoine, c'est mieux. Avec
tout ce qui va être en fait des produits laitiers, mais végétaux. Donc à base d'amandes ou à base de noix de coco, enfin tout ce qu'on entend maintenant. Mais le skyr, tout le monde en parle, mais c'est très 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 inflammatoire au niveau de la barrière intestinale, plus avec les céréales, notamment les flocons d'avoine qui peuvent contenir du gluten en plus. D'ailleurs, ça contient toujours du gluten, l'avoine. C'est dévastateur au niveau de la barrière intestinale. Et si c'est dévastateur, ça sera pas bénéfique pour vous. C'est pas quelque chose qui va vous donner de l'énergie sur le long terme. Du coup, j'en profite, je donne des bons conseils sur les céréales, mais je voulais aussi qu'on parle des sucres cachés, parce que souvent, le sucre, on imagine le morceau de sucre, mais c'est vrai qu'il est vraiment partout, on en parle depuis le début, notamment dans les pâtes. Est-ce que tu aurais des conseils justement par rapport à des aliments comme les pâtes? Quelles pâtes choisir si on veut manger des pâtes? Est-ce qu'il y a des pâtes complètes? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Pour moi, les meilleures pâtes, c'est déjà la source de céréales qui va être utilisée. Donc, par exemple, des pâtes qui ont exactement le même goût que les pâtes qu'on connaît, ça va être des pâtes, mais pas au blé, mais plutôt au petit épeautre. Le petit épeautre, c'est du blé, mais ancestral. Tu l'aimes bien le Et petit épeautre, j'ai l'impression. ouais, le petit épeautre, en fait, c'est la vie dans le sens où c'est le même goût que le blé. Mais Ok, c'est un blé ancestral qui va contenir beaucoup moins de gluten, beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de minéraux. Donc c'est le feu. Et les gens adorent parce que c'est très bon. C'est très très ok, bon. C'est meilleur que le blé parce qu'en fait c'est une version du blé améliorée. Pourquoi? Parce que c'est ancien. Donc il y a beaucoup moins de pesticides et compagnie. Donc si vous prenez par exemple des pâtes au petit épeautre, c'est bien. Après, pour rester dans les trucs classiques, parce que c'est rare de trouver des pâtes au petit épeautre à Leclerc ou à Carrefour, c'est impossible, pas pour le moment, hmm, c'est d'aller en fait sur des pâtes intégrales. ok. Voilà. Pâtes Plus côté intégrales, tu, complète. tu peux expliquer pour les gens ce que c'est des pâtes intégrales, Ouais, enfin, juste ouais, pour qu'on comprenne mm, quand on voit au ouais. supermarché les pâtes, qu'est-ce qu'on choisit? Ouais, Complète, alors intégrale. bah, en fait, voilà, prendre des pâtes intégrales. La différence avec complet, c'est que complet, en fait, ça va garder la cuticule. Bon, bref, c'est par rapport au blé, comment c'est fait. L'intégral, en fait, si vous avez la fibre qui est quand même protégée. Donc, ça sera beaucoup moins irritant pour votre côlon. C'est une question, en fait, d'irritation au niveau du côlon. Et puis, intégral, vous pouvez vous permettre de ne pas prendre du bio. Alors que le complet, il faut absolument prendre du bio. Et ça, on va pas tous au bio, quoi. Enfin, je veux dire, ça coûte une blinde en plus. Donc bon, voilà. Donc si on veut rester sur des pâtes accessibles à tout le monde, les pâtes intégrales, pour moi, on prend pas de risque dans le sens où vous risquez moins d'avoir de désordres intestinaux, mais par contre, vous allez avoir un apport de vitamines, minéraux, oligo-éléments qui est très important en termes de pâtes. Après, quand tu parles de ce qui est ajouté, pour en revenir aux fruits, par exemple, on en est même au stade, en fait, que dans les fruits, maintenant, on n'a pas que du fructose. On a aussi du glucose. Pourquoi? Parce que les fruits doivent être très sucrés, très bons et compagnie. Donc, en fait, maintenant, on est berné partout. C'est-à-dire que le sucre, il est vraiment en très, très grosse quantité de partout. Et je parle même pas de tout ce qui est, industrialisé. Même quand vous prenez une boîte de conserve d'haricots verts, il y a du sirop de glucose dedans, quoi. Il y en a partout. C'est vraiment dramatique. Il faut vraiment, en fait, scruter les étiquettes de valeur nutritionnelle. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour les légumes, justement? Tu conseilles quoi? Plutôt congelé, en boîte, visiblement pas. Qu'est-ce que en Alors, conserve? conserve, c'est pas que, il y en a deux qui sont bien en conserve, c'est cœur de palmier et asperges. Basta. C'est tout. Sinon, Ok, après, c'est tout à dégager, il y a toujours du sucre. Par contre, surgelé, nickel. J'ai rien à dire. ok. Donc franchement, ça conserve quand on parle des légumes, ça conserve les oligo-éléments, les vitamines. Donc ça, c'est top. Donc en congelé, je suis à fond là-dedans. C'est très pratique en plus. Et puis après, bien évidemment, prendre des fruits et des légumes qui viennent du primeur ou alors de tout ce qui est producteur. Si jamais vous n'avez pas l'occasion d'avoir des producteurs locaux et compagnie, on prend des fruits et des légumes qui sont pas forcément bio, vous les trempez dans le bicarbonate de sodium. Ça va enlever tous Ok, les pesticides. Voilà. ok, super. Les effets du coup des glucides, c'est une question qui va englober du coup l'histoire des pâtes intégrales et des fruits. Le fait qu'on consomme des glucides avec des fibres, ça ralentit l'assimilation. Ça change pas la charge glycémique, donc la quantité de glucides qu'on ingère, mais ça va quand même ça va changer l'indice glycémique. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur les fruits, ton avis Complètement. là-dessus? 5 Complètement. fruits, 5 fruits et légumes par jour ou Pas de Non, ça, fruits. c'est vraiment c'est une recommandation à la poubelle. Voilà. Pourquoi? Bon, les légumes, ça me pose pas de problème. Les légumes, il n'y a pas oui, tellement on de. Voilà. s'entend. Mais quand on parle des fruits, voilà. Le problème du fruit, c'est qu'il y a ce putain de fructose. Le fructose, en fait, quelle que soit sa quantité, il fait pas monter la glycémie, il n'y a pas d'assimilation. En fait, là, il n'y a pas de.
bien sûr qu'il y a un indice glycémique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un passage de la barrière intestinale au sang, mais le fructose, le problème, c'est qu'il n'augmente pas votre glycémie. Donc, il n'y aura pas tellement de visibilité. On va penser que c'est quelque chose de bien. Mais par contre, il va aller dans votre foie, il va se transformer directement en gras. Et ça, c'est problématique. Et quand je dis en gras, c'est aussi en acide urique. Toutes les personnes qui ont un taux d'acide urique élevé, c'est pas forcément parce qu'ils ont la goutte ou compagnie ou qu'ils mangent gras, c'est parce qu'ils peuvent manger trop de fruits. Pourquoi ? Parce que le fructose se transforme immédiatement en gras dans votre foie et dans l'acide urique. Donc pour moi, étant donné quand même que le corps, il sait que ça, en fait, c'est une voie de métabolisation de merde. Donc il va jamais trop la favoriser. Donc on va dire que une quantité minimum de fruits va pas avoir un impact énorme. Donc moi, je dirais par jour maximum 2 fruits. Voilà. Et tu parles de l'importance du foie. Est-ce qu'il existe, on sort un petit peu de ça, mais est-ce qu'il existe un régime un peu pour détoxifier son foie ou des aliments à privilégier? Ça peut peut-être être intéressant du coup pour les gens justement qui ont un problème. Alors, pour les personnes qui ont des foies gras, s'il y en a beaucoup, déjà le jeûne, incroyable. C'est la seule technique en fait qui permet de brûler du gras au niveau du foie, c'est le jeûne. Voilà. Jeûne comment? Intermittent? Ouais, Ok. oui, bien sûr. Alors, bien Oui. sûr, bon, On n'est évidemment, pas sûr. si vous faites un jeûne de 48 heures, là, c'est top, mais bon, c'est compliqué à gérer. Mais déjà, faire un jeûne de 16 heures, Ok. faire un 8-16. Voilà. Mais en plus, Faire un tu le conseillerais même pour des gens qui se sentent en bonne santé, qui n'ont pas de soucis, ou tu le conseilles que pour les gens justement qui auraient un foie gras entre parenthèses? Non, en fait, pour moi, le jeûne, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, au moins, vous allez avoir de prise alimentaire dans votre journée, au moins, vous allez sécréter d'insuline et au moins, vous allez être fatigué. Donc, en fait, vraiment, le truc de dire on augmente le métabolisme en mangeant 50 fois par jour, c'est des grosses conneries parce que ça fatigue votre corps. Il vaut mieux avoir en fait une rythmicité des repas qui soit petite. Donc, en faisant le jeûne, vous allez avoir peut-être 2 prises alimentaires, voire 3, mais ça va s'arrêter là. Alors qu'une personne qui va commencer à manger le matin, puis après à 10h, puis après à midi, puis après à 16h, puis après à 20h, on a tout le temps des pics de glycémie et du coup, ça va nous fatiguer. Donc même une personne qui veut maintenir une bonne santé, je trouve que le jeûne, c'est quelque chose d'assez bien. Après, il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire parce qu'elles sont trop fatiguées, elles n'arrivent plus à s'adapter. Parce que ça demande quand même une adaptation de faire un jeûne. Ok. Donc du coup, c'est plus quelque chose qu'il faudrait mettre en place comme une routine, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire genre 2 fois par semaine, par exemple? Alors pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude, les personnes qui mangent 50 fois dans la journée, on va faire, au lieu de manger 50 fois, on va manger 49 fois. Donc, le jeûne, ça va être 1 fois par semaine. Et s'il y a des personnes qui mangent déjà 3 fois, en faisant un jeûne, ça fera juste enlever une prise alimentaire. Il faut le faire vraiment par rapport à chaque personne. Il ne faut pas, parce qu'on a entendu dire que le jeûne, c'est exceptionnel, passer de 5 prises alimentaires à d'un coup 2 prises alimentaires. Ça ne va pas marcher, en fait. C'est des choses qu'on entend un peu de partout, mais c'est pas pour tout le monde. Donc oui, c'est bien à terme, je trouve que c'est bien d'avoir dans la journée que 2 prises alimentaires. On aura l'occasion d'en reparler peut-être dans un podcast. Pierre, tu as une question, vas-y. Et du coup, jeûne hydraté ou jeûne sec? C'est une très bonne question, ça aussi. Ça dépend. Ça dépend pas automatiquement. Si en fait, quand vous faites un jeûne, vous mettez au repos votre système digestif. Si vous ne buvez pas, vous mettez au repos votre système rénal. Si par exemple vous avez bu comme un trou la veille, oui, là il faut boire. Mais par contre, si vous n'avez pas bu, le fait de boire va fatiguer votre rein à filtrer. Donc pour moi, le jeûne sec, c'est encore plus efficace que le jeûne à l'eau. Franchement. Parce que ça fait travailler énormément les reins. Après, je vous dis, si vous avez des choses à éliminer par rapport à la veille, vous avez consommé beaucoup de choses, ou que vous faites du sport, que donc du coup vous libérez de l'acide lactique, c'est bien de boire. Mais si vous faites pas potentiellement des choses incroyables pendant que vous faites le jeûne, ne vous forcez pas à boire. C'est pas quelque chose qui va être automatiquement optimal pour vous, quoi. Mais un jeûne sec, ça met au repos le système rénal et le système digestif. Donc là, vous foutez la paix vraiment à votre corps, quoi. Au top, nickel. Ben, écoute, on referme la parenthèse jeune, peut-être qu'on l'ouvrira un autre jour dans un autre podcast, parce que je pense qu'il y a énormément de quoi dire sur le sujet. Et on avait une question surtout par rapport à la différence entre quelqu'un qui va consommer peut-être une orange pressée et derrière un jus d'orange qu'il va acheter au supermarché. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la différence qu'il pourrait y avoir entre les trois? Parce qu'on se dit c'est la même chose, mais je pense que c'est pas dans l'organisme, c'est différent. Ouais, en fait, comme on l'a dit, c'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre une orange, l'orange, il y a la fibre, il y a les vitamines, les minéraux, machin, compagnie. La différence, ça va être un jus de fruits pressé que vous allez presser vous-même.
Si la personne, elle aime la fibre va être maintenue. Si elle aime pas la fibre, elle dégage la fibre et là, on va avoir tout le fruit sans la fibre. Et la fibre, c'est ce qui permet d'éviter le pic glycémique. Donc forcément, l'impact il va être différent. Et alors là, carrément, si vous prenez un jus d'orange industriel, là, il y a carrément plus de pulpe, ou alors peut-être, mais elle sera fausse, et il y aura des ajouts. Donc forcément, ça va demander au corps en fait de traiter tout ça, et ça va être très délétère pour nous. Alors après, voilà, il y a des personnes qui ont des problèmes intestinaux. Quand on parle de centrifugeuses, les jus, le truc au jus et compagnie, les personnes qui vont avoir tendance à ballonner, c'est intéressant d'avoir, on va dire, du jus sans la pulpe, mais bon, ça va être quand même très sucré. Si la personne est obèse et qu'elle a des troubles digestifs, il vaut mieux pas lui donner du jus. Il vaudrait mieux lui donner peut-être un fruit qui soit moins riche en fibres, pour pas qu'elle ait d'impact au niveau digestif. Mais si le jus va augmenter automatiquement la glycémie beaucoup plus rapidement, alors que le fruit, eh ben, il va y avoir la fibre qui va empêcher de monter la glycémie. Super. T'avais une question, Pierre? Pardon, vas-y Vincent. Vas-y Vincent. Excuse-moi. Tu disais juste que l'apport en fibres avait du coup une évolution sur les ballonnements. Parce que j'ai pas trop compris pourquoi la part de fibres, quoi? Tu disais que l'apport en fibres allait amener des ballonnements chez les gens. Alors tu disais que ça En aidait à la fait, digestion, c'est tout en fait. simple. Ouais. Alors, quand on parle de fibres, on parle de sucre aussi. On n'en a pas parlé, mais la fibre, c'est un sucre. Dans le sens où pourquoi ça amène des ballonnements? Quand vous allez manger quelque chose qui contient des fibres, des légumes, des fruits, quand ça va arriver dans votre côlon, c'est à ce moment-là que les fibres sont digérées. Quand on parle de digestion des fibres, on parle de bactéries. Si vous avez fait par exemple beaucoup de sport, que vous avez pris des traitements antibiotiques, que vous êtes stressé, vous allez avoir des bactéries qui sont pas très gentilles. Donc c'est-à-dire que quand elles vont manger la fibre, elles vont relarguer des gaz qui vont vous faire ballonner. À chaque fois en fait qu'on a des ballonnements, ça veut dire que la bactérie mange une fibre et que cette bactérie en l'occurrence, elle n'est pas de très très bonne qualité. Donc là, c'est une dysbiose intestinale. En fait, il faut rétablir l'intestin, l'équilibre intestinal. Ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire que manger des fibres, c'est bien. C'est pour ça qu'après, on parle toujours des FODMAPs, machin compagnie, parce que les aliments qui sont riches en FODMAPs, c'est des sucres qui sont digestibles dans le côlon. Et si les bactéries qui sont dans notre côlon, elles sont pas bonnes, on va avoir des gaz, quoi. C'est simple. De toute façon, à partir du moment où on gonfle, que ça soit de l'estomac ou de l'intestin, c'est des bactéries qui pètent. C'est pas compliqué. Du coup, vous gonflez. Pierre, je te laisse Non, c'est poser bon. ta question. C'est bon? Non, c'est bon, Ok. c'est bon, ouais. Je crois que tu avais une question, excuse-moi. Et du coup, on a souvent ça, on entend parler le Coca zéro, il y a pas mal de choses qui se passent. Est-ce que tu aurais un avis par rapport aux édulcorants? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait éviter, que tu conseillerais? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton opinion par rapport à ça? Ouais, les édulcorants, on n'a pas Coca parlé du rouge tout. ou Coca zéro? Il faut choisir. Moi, je suis au Les restaurant, deux, les deux, je les prends deux. quoi? Alors, C'est plus ça. en fait, si vous avez, ça dépend après Perrier. le repas, mais franchement, si tu as pas trop de troubles intestinaux, prends du Coca normal. Ok. Voilà. Pourquoi? Et parce si au contraire on a des troubles intestinaux, tu conseillerais plutôt de prendre du Coca zéro? Ou de rien prendre? Non, tu prends rien en fait. Le Perrier citron. Non, alors le Coca zéro, franchement, le Coca zéro, pour l'avoir testé d'un point de vue glycémique, ça n'augmente pas la glycémie. C'est la seule boisson gazeuse qui, une fois que vous buvez du Coca, vous piquez, vous mesurez la glycémie, il y a pas d'augmentation d'insuline. Donc j'ai envie de dire, le Coca zéro, non, ça reste une alternative qui est pas mal. Après, c'est toujours pareil. Vous buvez un Coca zéro 2 ou 3 fois dans la semaine, ça va. Si vous buvez tous les jours, ça devient néfaste. Mais c'est par rapport en fait aux édulcorants. Donc pour en revenir à ça, les édulcorants, en fait, il faut se dire que y en a 3. Il y a 3 types d'édulcorants. Il va y avoir en fait les édulcorants qui vont être naturels et caloriques, de type l'agave, donc le sirop d'agave, le sirop d'érable, le miel, qu'est-ce qu'il y a, le sucre de coco, tout ce qui va être en fait, qui va venir de la nature, mais qui sont caloriques. C'est-à-dire, quand on parle de calories, qui vont vous amener donc du coup de l'énergie. Et donc du coup, si ça amène de l'énergie, forcément, il va y avoir une sécrétion d'insuline. En fait, ce qui est important dans ces édulcorants naturels et caloriques, donc le sucre de coco, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est naturel, il va y avoir en fait une quantité à l'intérieur de glucose et de fructose. Et ce qu'on veut, nous, c'est qu'il y ait le plus de glucose possible par rapport au fructose, parce que le fructose, c'est complètement dévastateur. C'est-à-dire que, vu que ça se transforme directement en gras, c'est une catastrophe d'un point de vue, même si vous faites du sport et compagnie, ça se transforme directement en gras. Donc, par exemple, dans ces sucres, vous allez toujours avoir un taux de glucose et un taux de fructose. Par exemple, prenez le sirop d'agave.
il va avoir en fait un indice glycémique qui est bas. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de glucose, donc ça va faire faiblement monter la glycémie. Mais il y a une quantité de fructose qui est de 80%. Et ça, c'est dramatique, parce que quand vous allez prendre du sirop d'agave, peut-être que votre glycémie ne va pas augmenter, mais par contre, vous allez stocker du gras. Donc en fait, ça, il faut vraiment dire aux gens que ce n'est pas parce que l'indice glycémique d'un sucre est bas qu'il est bon. S'il vient de la nature, il faut se dire qu'il y a du fructose à l'intérieur, et que si le fructose est en plus grosse quantité, ça fait péter le taux de gras, quoi. Donc toutes les personnes qui mettent du sirop d'agave en pensant qu'elles font un bon truc, ouais, mais tu as ton foie qui va en fait prendre du gras, quoi. Donc ça, c'est tout ce qui est naturel et calorique. Je trouve que en fait, ça va affecter beaucoup le métabolisme. Donc c'est pas des sucres qui sont à favoriser, et surtout les édulcorants. Après, on va avoir tout ce qui est artificiel et chimique. Donc Et là, attends, c'est la juste catastrophe. pour Ouais. finir, bon, il y a le sirop d'érable aussi, mais chez Ouais. nous, ce qui est plutôt local, c'est le miel. Ton Hum. avis là-dessus alors? Alors le miel, comme un peu le saccharose, après par rapport au miel, voilà, c'est par rapport à la composition que je vous dis ça, le miel d'acacia est celui en fait qui contient une quantité de glucose et de fructose à peu près équivalente. Donc c'est-à-dire que si vous avez en fait un sucrant naturel qui contient plus de fructose, ça va être plus délétère pour vous. Quand on parle du miel, ça dépend, mais je sais que le miel d'acacia, on est sur du 50-50. Par exemple, vous prenez du saccharose, donc le sucre blanc, est beaucoup moins néfaste, par exemple, que le sirop d'agave. Parce que le sucre blanc, vous allez avoir 50% de glucose, 50% de fructose. Donc, on est mezzo-mezzo. Le sirop d'agave, vous allez avoir 20% de glucose, donc une faible montée d'insuline, mais par contre 80% de fructose. Donc, vous allez stocker du gras. Il faut voir un peu la composition, en fait. Hein. Mais franchement, en termes de sucrant, je vous le dirai plus tard, ceux qui sont le mieux. Si on a des problèmes métaboliques, on ne fait pas tellement de sport et compagnie, ces sucrants naturels-là, je ne les conseille pas tellement. Ok, et Malgré les ce qu'on peut artificiels, entendre. du coup, ton avis du coup sur les Ouais, artificiels, donc je te artificiel, c'est demande au pas. cas où, mais Non, ben, en fait, la deuxième catégorie, du coup, c'est les artificiels et les chimiques. Alors, il n'y a pas d'études qui sont faites. Donc, c'est pour ça, quand on parle du coca zéro, des édulcorants, l'aspartame, le sucralose, le saccharose, la saccharine, à chaque fois, j'ai saccharose et saccharine, bref. Vous allez avoir, en fait, ça va pas vous tuer. C'est-à-dire qu'on va pas mourir. Mais en fait, il va y avoir un impact sur le long terme qui va être, en fait, un peu compliqué d'un point de vue du corps. Pourquoi? Parce que vous bernez votre cerveau, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est des sucres qui ont été fabriqués en laboratoire, qui n'existent pas, que le corps ne connaît pas. Ça va en fait brouiller vos récepteurs au sucre. Donc là, on ouvre la porte à tout ce qui est TCA, troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie et compagnie. C'est-à-dire en fait que c'est des choses chimiques que le corps ne connaît pas, mais par contre qui vont berner votre cerveau. Donc vous allez vouloir en consommer encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Donc tout ce qui est artificiel et chimique, c'est la catastrophe dans le sens où le corps n'arrive pas à les traiter, donc il va les stocker. Et quand on parle de stock, on parle de toxification, donc ça fatigue énormément le corps. Donc au long terme, c'est pas quelque chose qu'il faut consommer au quotidien. Tu ok, continues de d'accord. t'habituer au goût sucré en fait. Tu continues ton Exactement. En addiction fait, au tu sucre bernes tes cellules du cerveau. Voilà. En fait, d'un point de vue de ton cerveau, tu as des neurotransmetteurs qui te sont donnés, donc dopamine, sérotonine, et ça fait du bien, adrénaline, hein. voilà. Eh oui, évidemment. Ça rassure. Évidemment. Les bonbons Ça devant Netflix, rassure. ça fait En du fait, bien. ouais, mais en fait, quand t'as fait comprendre à ton corps qu'il peut être rassuré par autre chose que du sucre, Et oui. c'est là en fait où tu es désintoxiqué. Et là, c'est là où les compléments alimentaires sont un peu importants. C'est-à-dire que tout ce qui est addiction, que ce soit l'addiction à la bouffe, l'addiction à l'alcool, c'est des manques de neurotransmetteurs à l'intérieur de ton cerveau. Quelqu'un qui va se dire alcoolique, c'est pas parce qu'il est faible plus qu'un autre, c'est qu'à l'intérieur de son cerveau, il n'y a pas assez de GABA, ou il n'y a pas assez de dopamine, ce qui fait qu'il va aller vers le frigo. La bouteille, elle n'a pas des bras, quoi. Hein. C'est toi qui vas et qui prends la bouteille. Et ça, c'est ton cerveau qui le dirige. Donc, à partir du moment où ton corps, il a compris qu'il pouvait fonctionner avec autre chose que le sucre, c'est d'où le régime cétogène. Quand tu fais un régime cétogène, tu peux t'accrocher. Hein. Le sucre, ça va pas te détendre la nouille. Hein. Ça va être plus quelque chose de gras qui va te détendre. Parce que ton cerveau, il a compris, en fait, que c'était, qu'il pouvait fonctionner avec autre chose que le sucre. En fait, les édulcorants, tu entretiens ce truc. Même si c'est un chewing-gum, hein. Voilà, ça va en fait dire à ton cerveau, putain, j'avais oublié qu'il y avait le sucre, que je fonctionne avec le sucre, ça me plaît bien. Et là, tu enchaînes. Ouais. Et du coup, s'il y avait un petit, je sais pas, quelqu'un qui a quand même envie de craquer et de manger du sucré, Ouais.
qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Tu lui dis, bon, mais vas-y, craque, hein, mais pour prendre ça, tu vois. Quel aliment Alors, tu pourrais lui dire, si le sans craquage, abuser, bien sûr, ouais. mais Alors, en fait, pour moi, déjà, il faut craquer, dans le sens où c'est 80% de bonne alimentation et 20% de cheat meal à gogo. C'est-à-dire, tu peux manger tout ce que tu veux. Donc, moi, je pars du principe que ces 20%-là, ben, tu peux les faire tout le temps. Donc, en fait, tu peux craquer tout le temps. Mais il faut juste que ça soit dans une proportion de 20%. C'est juste ça. ok. Mais une proportion de 20% par rapport à tous les régimes hypocaloriques qu'on peut faire, putain, c'est énorme, quoi. C'est Noël. Est-ce qu'il y a Parce une que ça veut question dire que, par de, exemple, sur une semaine, 5 jours, allez, tu fais gaffe. Mais par contre, le samedi, dimanche, mais fais-toi péter tout ce que tu veux. Hein. Craque, craque. est-ce qu'il y a une Non, question non, de timing vraiment, mais aussi? parce que Vas-y, ça fait Est-ce craque. du que bien au cerveau aussi. Donc, tu mets ça autour de l'exercice aussi? Peut-être tu proposes ça, oui, bien fais-toi évidemment. De toute plaisir façon, autour de, l'exercice physique, c'est indéniable. L'exercice physique, c'est la base. C'est la base. En fait, pour avoir une bonne santé, c'est l'exercice physique, l'alimentation et après l'hygiène de vie qu'on peut avoir et le rythme de vie qu'on peut avoir. Mais l'exercice physique, de toute façon, dans tous les cas, c'est vraiment la base. Bah, nickel, je pense que ça a été très complet. Est-ce que vous avez encore une question à poser, les gars, ou je pense que c'était pas est-ce que mal? tu pourrais nous faire un top 3 des bons sucres et des mauvais sucres, tu sais, euh, juste pour résumer un petit peu, Alors pour moi, en fait, les bons sucres, ça va être en fait des sucres qui vont avoir quand même un indice glycémique, un impact glycémique qui est bas. Ça va se trouver du coup dans tout ce qui est légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, haricots blancs, tout ce qui va être des céréales type pour le riz, aller sur du riz basmati, les pâtes, aller sur du coup du petit épeautre, donc ça va être des bons sucres. Et après, essayer de limiter au maximum, voilà, tout ce qui est industriel, des sucres rapides comme le pain blanc, les pâtes blanches, le riz non basmati, donc ça paraît bête, mais voilà, quand on parle d'un riz basmati et d'un riz long, pas pareil sur le corps. Un riz long que vous prenez dans les sushis, que vous collez, l'indice glycémique, il explose. C'est-à-dire que si on faisait des sushis avec du riz basmati, déjà, ça irait un peu mieux. Mais là, vu que c'est pas le cas, c'est pour ça que vraiment un riz basmati et un riz long, rien à voir. Le riz long, il va être dans les indices glycémiques hauts, le riz basmati dans les indices glycémiques bas. Donc voilà, tout ce qui est pâtes, essayez de privilégier les pâtes intégrales pour avoir un indice glycémique bas. Et tout ce qui est blanc à éviter au maximum. Et si vous consommez par exemple du pain ou des pâtes blanches, du pain blanc, essayez d'associer avec une part de légumes qui va du coup amener des fibres qui vont diminuer l'indice glycémique. Et juste vu que tu reparles des pâtes, est-ce que cuisson rapide, cuisson normale, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu peux? Ouais, ça c'est de la chimie pure et dure. C'est-à-dire en fait que dans une pâte, vous allez avoir de l'amidon. L'amidon, c'est un polysaccharide. Un polysaccharide, ça veut dire beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de glucose qui sont attachés les uns aux autres. Quand vous allez mettre la pâte dans l'eau, il va y avoir en fait encore plus d'amidon il va y avoir encore plus de sucre qui vont se développer. Donc, au plus vous allez avoir une cuisson longue, au plus vous allez avoir de quantité de sucre qui va être augmentée. Au plus c'est al dente, au moins vous aurez de quantités de sucre qui seront fabriquées. C'est vraiment une question de température. Au plus vous avez une température haute, c'est un peu comme la carotte. Hein. La carotte crue et la carotte cuite, quand vous la cuisez, l'amidon contenu dans la carotte double quand vous la cuisez. Alors que quand elle est crue, elle est différente. Je pense que ta question, c'était en fait, il y a les pâtes cuisson rapide 3 minutes. Ou même les lentilles, cuisson rapide 3 minutes. Mais ça, en fait, j'avais posé ça, mais je pense qu'elle imagine même pas des gens acheter des pâtes 3 minutes. Non, mais oui, ça existe. Je pense que c'est pour ça que t'as pas compris ma question. Mais en fait, non, c'est juste qu'on se dit c'est pratique, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière J'avais vu justement en fait, zoom une sur pâte, ça. Ouais, ben, une pâte ou un quinoa ou une lentille cuite en 3 minutes, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites toujours pareil d'un point de vue industriel. Quand vous allez le manger, voilà, vous l'avez fait pré-cuire exactement. Donc quand à la rigueur, prenez des lentilles en conserve. Mieux. Déjà, il n'y aura pas eu de pré-cuisson. Le corps, il va avoir en fait un choc de se trouver avec des choses qu'il connaît pas. Donc ça va faire des toxines, ça va vous encrasser en fait entre guillemets. Bien sûr que si vous le faites comme ça de temps en temps, ça dépanne. Mais franchement, pour dépanner, achetez-vous une boîte de maquereaux de thon et une boîte de lentilles, c'est 100 fois mieux que le truc en 3 minutes quoi. En plus, il faut un micro-ondes. Ouais, t'as raison.
C'est vrai que c'est plus pratique. Une Mais en autre... fait, ouais, c'est. Non, mais tout ce qui est industriel, de toute façon, il faut se méfier énormément. Après, il faut vraiment regarder les étiquettes. Bon, après, moi, c'est mon job, hein. Du coup, les gens me montrent les étiquettes, donc c'est moi qui les Mais, analyse. du coup, sur les étiquettes, est-ce qu'il y aurait deux, trois marqueurs rapidement que tu pourrais nous donner Ouais, pour les gens, on regarde, on se dit, ben, il faut que je fasse attention à ça. ouais, bah, donc déjà, c'est la liste des ingrédients. Si vous avez des ingrédients que vous connaissez pas, que vous c'est du javanais, c'est que votre corps il connaît pas non plus. Bon, même si vous n'êtes pas un expert de la science, hein. Mais si vous voyez sirop de glucose, bon voilà, c'est des choses. Le sirop, c'est quelque chose qui n'existe pas de base. Déjà par rapport à la liste des ingrédients, que ça soit le plus pur possible, qu'il y ait le moins d'ajouts possible, et par rapport à la valeur nutritionnelle, le tableau, ce qu'il faut se concentrer à la rigueur, ben, pour moi, c'est les glucides. Voilà. Si vous avez 6 grammes, plus de 6 grammes pour 100 grammes de produits finis, c'est Ok. le max qu'on peut avoir. Voilà. La barrière des 6, quoi. En dessous Ouais, des la variété 6. 6 grammes sur 100 grammes. Après, voilà, c'est sûr que si un jour vous faites péter des trucs qui sont industriels, ne regardez pas la valeur nutritionnelle. Vous le savez que ça va être dégueulasse, mais évitez de culpabiliser par rapport à ça. On le sait que tout ce qui va être industriel, j'ai eu l'espoir un jour, mais non, il n'y a rien qui est en dessous de 6. C'est pas possible. C'est pas Ok. possible. Donc en fait, si vous avez décidé de vous faire plaisir, de manger des merdes, voilà, mais c'est pour le quotidien. Mais après, au final, vous n'avez même plus besoin de regarder les étiquettes parce que quand vous achetez des choses qui sont naturelles, comme du poisson, de la viande, des œufs, des maquereaux, du thon, des légumes surgelés ou alors des légumes au primeur, même à la rigueur des pâtes, puisqu'on sait maintenant voilà, quelles pâtes il faut prendre, on n'a pas besoin au final de regarder la valeur nutritionnelle. Ok. Il n'y a pas de Produit brut. mystère. Quand il y a l'industrialisation, c'est la merde. Super. Et ouais, local. Ok. Et juste une dernière question pour les gens qui nous écoutent, qui justement voudraient se renseigner. Est-ce que tu as par exemple un livre ou un livre à conseiller déjà dans un premier temps et aussi une page Instagram ou une page YouTube pour les gens qui peut-être souhaitent apprendre des choses en regardant des vidéos plutôt que lire des livres? Non, pour moi, ce qui est le plus intéressant, parce qu'au final, après, chacun dit la sienne, ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir une application qui mesure, Ok. en fait, quand vous rentrez vos ingrédients, qui mesure la quantité de sucre que vous avez dans votre alimentation. Ça sera déjà très, très bien. C'est le plus gros des apprentissages. C'est-à-dire que dans la journée, quand même, il faut le dire, il ne faudrait pas dépasser les 100 grammes de glucides. Mais Ok. confondus. On ne parle pas de glucides ajoutés. Donc, moi, je sais qu'il y a une application qui est pas mal, elle est gratuite. Ça s'appelle GluciCheck. Donc, Gluci, G-L-U-C-I, check, C-H-E-C-K. Tout simplement parce qu'en fait, quand déjà vous allez avoir, quand les gens auront conscience de la quantité de sucre qu'ils mangent, ça sera déjà très bien. S'ils dépassent les 100 grammes, on sait qu'on n'est pas dans la santé. On peut avoir tous les livres de recettes, de régimes et compagnie, mais chaque personne est différente dans le sens où peut-être que une personne, par rapport à son activité physique, devra avoir beaucoup plus de protéines. Par contre, on est d'accord sur le fait qui est commun à tous, c'est qu'il faut qu'on ait une quantité de glucides qui soit inférieure à 100. Ça, et encore plus si on veut perdre du poids, ça sera inférieur à 50. Mais si, pour toute personne, pour être en bonne santé, il faut une consommation de sucre qui soit inférieure à 100 grammes. Et ça, on peut avoir tous les livres de recettes et compagnie. En général, c'est pas spécifié. Donc, chacun dit la sienne après. Il y en a qui vont être véganes, d'autres qui vont être cétogènes, d'autres qui vont être des bombes atomiques et qui vont manger que des graines. On n'arrive pas à s'identifier. L'essentiel, c'est de se voir nous, ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est des protéines, des lipides, mais par contre, une quantité de sucre qui soit vraiment diminuée, quoi. Et à 100 grammes. Et pour moi, c'est une application. C'est le mieux. Ok. Et donc du coup, pour faire un petit résumé, l'exemple type, si tout à l'heure là, je vais aller faire mes courses là pour organiser mon repas de la semaine. Ça, je pense, ça peut parler à des gens. Ce qu'il faut retenir, mettons le matin se dire, on reste sur le produit brut. Pareil, je me fais 3 œufs et avec et voilà. De l'avocat, du saumon. Un peu de gras, voilà. ouais, un peu de gras, ouais. Ouais. Non, Ok. oui, par exemple, le petit déj idéal, ça va être donc des œufs minimum 3. C'est bien de consommer minimum 3 œufs par jour. Alors Ok. attention, les œufs aussi. Les œufs, on prend des œufs qui soient 0 FR, c'est-à-dire qui Bio. soient bio. Voilà. Ok. Si vous prenez des œufs 1 FR, là, ça va être inflammatoire et là, c'est pas bon, cholestérol et compagnie. Par contre, si vous prenez 0, il n'y a pas d'impact sur le cholestérol. Donc, 3 œufs minimum par jour, déjà, c'est la base. Si vous les faites le matin, vous pouvez les incorporer soit avec de l'avocat, du saumon, du bon gras, c'est important. Et même un peu de pain. Hein. Si vous prenez Ok. du pain en petite quantité avec des œufs et de l'avocat, c'est parfait. Et le midi, Ok. on se fait quoi alors? Protéines animales? Ouais, Avec un protéines peu de animales et fibre? légumes. Protéines Voilà. animales et légumes avec du gras. Donc, en plus de l'huile d'olive, des olives, des noix, des produits laitiers non Ok. pasteurisés, ça serait bien. Voilà. Ça marche. Des produits laitiers à pâte dure. Le goûter, si Petit vous avez fromage de envie. brebis là. Voilà. Ouais,
grave. Alors, par contre, juste un truc, brebis, mais pas mouillé. Parce que le problème, c'est quand vous avez des fromages qui sont mous et liquides, à balle de lactose. Donc là, au niveau de la digestion, vous allez un peu maudire, donc vous risquez de ballonner. Donc plus des Ok. fromages à pâte dure, le comté, le parmesan, pecorino, tout ça. Le Il y aura moins de Soirati, lactose là. et moins d'impact. Voilà, exactement. Ensuite, le goûter, éventuellement, si vous avez envie, un fruit avec du chocolat noir pour diminuer l'impact du sucre contenu dans le fruit, pour que ça diminue au niveau de la glycémie. Et le soir, si vous n'arrivez pas à dormir, moitié de légumineuses type lentilles, pois chiches, et moitié de céréales type riz, quinoa ou même pain, un morceau de pain si vous avez envie. Et si par contre vous arrivez à dormir correctement, vous pouvez faire une protéine animale et des légumes. Et si vous êtes gros et qu'en plus vous n'arrivez pas à dormir, là il faut prendre des compléments alimentaires et manger une protéine maigre avec des légumes. Parce que malgré tout, de faire association de légumineuses et de céréales le soir, vous allez quand même prendre plus de poids que si vous mangez une protéine animale et des légumes. Nickel. Ben, c'était très complet. Et du coup, moi, une dernière question pour être en bonne santé. Et notre podcast, c'est 1000%. C'est le but un petit peu de tous ces interviews. Un dernier conseil que tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour être à 1000%? C'est compliqué. Mais il faut choisir. Non, pour moi, c'est déjà s'écouter et qu'est-ce qu'il nous faut pour nous. Et arrêter d'écouter, en fait, ce qu'on peut entendre des uns et des autres. C'est savoir comment on se sent, nous, dans notre corps. Pour moi, la base d'être à 1000%, c'est de savoir déjà à quel pourcent on est déjà. Voilà. Ok. D'accord, ok. Savoir vraiment s'écouter, tester sur soi et en fonction du ressenti derrière, on adapte. Tester, il faut toujours tester. Moi, je suis un cobaye humain, donc j'ai tout testé, il faut tester. Ce qui est important aussi, ce qui est important sur le test, et moi j'aimerais juste le dire, c'est que des fois les gens ils testent sur 1, 2, 3 jours, ils voient pas d'amélioration et derrière ils switchent. Est-ce que tu pourrais donner une période d'essai qu'on pourrait faire? Je pense plutôt en semaine, non? La période d'essai, toujours pareil, ça va se situer par rapport à la personne. À partir du moment où il va y avoir des modifications, ça peut être 1, 2 ou 3 jours, il faut attendre qu'il y ait une modification dans le corps de la personne. Ça sera la finalité du test. S'il n'y a pas de modification, c'est sûr, si au bout d'un mois, vous n'avez pas de modification, arrêtez avant. Ça ne marche pas. Non. Mais par contre, si au bout de 2-3 jours, on n'a pas de modification déjà dans le corps, on va dire que ça peut être sur une semaine. Voilà. Un test d'une semaine. Ok. Un test d'une semaine, c'est déjà pas mal. Ben, c'est nickel. Ben, merci beaucoup, Dr Caruso, d'avoir été présent avec nous. On s'est régalé en tout cas. Je pense. Merci à Pierre, merci à Vincent, c'était top. Merci à vous. Merci et à bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Allez, merci, ciao. Ciao.